Je ne sais pas s'il est dans la salle. Une présentation de Sidi Mohamed Kam. Non, il n'est pas dans la salle. Après? OK, d'accord. Donc, je m'en vais d'abord vous présenter nos panélistes. Nous avons M. Olivier Dubourdier, qui a fait tout son, je peux dire, qui a eu un début de carrière donc chez Total au Canada et au Nigeria, c'est bien ça, et donc qui a travaillé comme consultant senior en stratégie dans les matières premières avant de rejoindre l'ONG Responsible Mica Initiative et aussi l'École des mines de Paris. En parallèle, donc, M. Olivier a également effectué une thèse sur la formalisation des mines artisanales et à petite échelle de Mica. Donc, il est diplômé de l'École normale supérieure de Lyon et de l'École des mines de Paris. C'est bien ça, Olivier. Donc, sans plus tarder, avec lui, nous allons un peu discuter des expériences, notamment de Madagascar, sur la formalisation de l'exploitation artisanale. Je pense qu'on peut démarrer déjà avec ça. Oui, si vous voulez. Carrément. Alors, du coup, parler du Mica dans un panel sur l'or, ça peut surprendre. Mais il y a des parallèles, je pense, assez intéressants sur lesquels on va pouvoir échanger plus tard dans le panel. Alors, je ne sais pas si le mica, c'est clair pour tout le monde, mais c'est un caillou qui est utilisé à la fois comme base de pigment parce que ça brille. Donc, vous allez le retrouver dans la cosmétique, dans les peintures de voitures, et à la fois parce que ça isole très bien. Donc, vous allez l'utiliser dans les voitures électriques et tout ce qui est protection des batteries. Voilà, ça vient de mines artisanales et à petite échelle, comme une bonne partie de l'or dans le monde. Alors pour l'or, si je ne me trompe pas, c'est 25% de la production mondiale qui vient des mines artisanales et à petite échelle. Pour le mica, c'est 40%. On parle souvent du cobalt aussi qui vient de mines artisanales et à petite échelle, et on parle des 300 000 personnes en RDC qui travaillent dans ces mines artisanales et à petite échelle. En Inde, pour le mica, c'est aussi 300 000 personnes. Donc, en fait, c'est un sujet qui n'est pas très connu et pourtant qui recoupe pas mal des enjeux que d'autres filières ont aussi et qui sont d'autant plus visibles par rapport aux autres. Alors, peut-être un rapide mot sur la formalisation et pourquoi est-ce que nous, à l'initiative pour un mica responsable, on pense que c'est faisable pour le mica. Alors, avant de parler de formalisation, peut-être revenir sur ce terme. C'est un terme qui est très compliqué. Je crois que Daniel, tu en as déjà parlé hier ou plus tôt ce matin. C'est un terme que certains n'aiment pas trop, puisque c'est souvent un peu un mot valise dans lequel on met plein de concepts de professionnalisation, de légalisation, de structuration. Et en fait, plutôt que de parler de formalisation, du coup, il faudrait plutôt étayer ce qu'on entend comme étant l'objectif recherché pour de la mine artisanale et à petite échelle. Et donc, nous, à l'initiative pour un mica responsable, on parle surtout de professionnalisation, de mines responsables, équitables. Et ça, c'est un mot très, très important et qui est assez peu utilisé, équitable et puis durable. Alors, responsable, ça a évidemment un lien avec toutes les conditions de travail sur ces mines. Et donc, on met en place des programmes d'accompagnement des mineurs pour la responsabilisation de ces mineurs vis-à-vis de leurs conditions de travail. C'est un peu straightforward, hein, ça s'explique tout seul. En revanche, sur l'équité et sur la durabilité des solutions, nous, à l'initiative pour un mica responsable, on met un point d'honneur à vouloir disparaître finalement. Notre objectif, c'est que l'initiative n'existe plus, c'est que les chaînes de valeur s'organisent par elles-mêmes et qu'elles trouvent elles-mêmes, en tout cas que les solutions qu'on aide à mettre en œuvre soient mises en œuvre sur le long terme et qu'on n'ait plus besoin de nous à la fin du processus. Et du coup, comme solution et comme but ultime, ça a beaucoup un lien avec l'équité. L'objectif de l'initiative pour un mica responsable, c'est de payer un salaire pour une vie décente dans tous les sites miniers et dans toutes les usines de transformation, donc qui est la première étape après la mine,
en 2030 dans toutes les supply chains, les chaînes d'approvisionnement de nos membres. Aujourd'hui, on a une centaine de membres. Voilà. Donc l'objectif, c'est vraiment d'accompagner des entreprises de toute la chaîne de valeur, des mines jusqu'aux grandes marques, donc d'accompagner tous ces acteurs vers la mise en place de bonnes pratiques et vers le paiement d'un salaire pour une vie décente qui est évidemment basé sur un prix du MICA plus élevé au niveau de la mine. Donc après, on peut parler de traçabilité, etc., de tous les outils qu'on met en place, mais l'objectif vraiment de l'initiative, c'est ça. Merci beaucoup. Oui. Nous allons revenir sur cette initiative qui est importante parce que je sais qu'on avait aussi une initiative hors équitable. On va y revenir. Je vais donner la parole à Dr Madani Diallo. Docteur, vous êtes également, comme vous l'avez dit ce matin, un de nos doyens et anciens du secteur. Et c'est toujours un plaisir de vous retrouver. Vous avez contribué de manière significative à la création de l'industrie minière au Mali. Et vous êtes également de formation, je peux dire, titulaire d'un doctorat en géochimie. Et vous avez occupé aussi plusieurs postes de responsabilité, fonctionnaire, expert technique pour les Nations Unies et également responsable de l'exploration Afrique pour des sociétés minières. Je voulais juste vous demander de nous faire un peu le point en tant que témoin du développement donc, des mines d'or en Afrique de l'Ouest. Est-ce que vous pouvez nous faire un peu le point, comment ça s'est passé et jusque là où nous en sommes? Merci. Merci bien, Madame Rokhaya. Oui, je voudrais juste faire un petit rappel sur les 30 dernières années. En fait, pendant 30 ans, on a assisté au développement des mines d'or en Afrique de l'Ouest, à partir des années 90. Ce qu'on oublie parfois, c'est qu'avant les années 90, nous avions des mines existaient et elles étaient connues. Il y avait la mine de Sabodala au Sénégal, qui était connue, Ity en Côte d'Ivoire, Poura au Burkina Faso, etc. Et toutes ces mines-là étaient connues par les travaux que le BRGM avait fait. Malheureusement, pour une raison de mécanisme de financement, ces mines n'ont jamais pu être développées. Même la dernière découverte faite par le BRGM au Mali, elle date de 1983, c'est la mine de Loulo. Elle n'a été mise en production qu'en 2005 par une société de Londres. À l'époque, c'était Randgold, aujourd'hui, c'est Barrick. Donc, juste au passage, l'immense travail fait par le BRGM, et nous avons vu la carte hier, n'a pas pu être rentabilisé. Sa rentabilisation a commencé seulement avec les années 90, quand on a commencé à ouvrir les pays aux anglo-saxons. Donc, la première mine au Mali qui est entrée en production, c'est Siama, à l'époque, c'était des Américains. Et à ce jour, les mines que le BRGM avait mises en évidence, Ity, ça a été développé, je pense, par des anglo-saxons également. Aujourd'hui, c'est Endeavour qui est à moitié française. Sabodala, c'était les Australiens. Les mines de fer en Mauritanie, OK, ça a été développé par la France, mais il y a la Miferso qui est toujours en attente de développement. Donc, il y a beaucoup de choses comme ça où, disons, l'expertise et le travail fait par le BRGM et la France n'a pas pu porter fruit. On arrive aux années 90, nous avons commencé avec des sociétés américaines et évidemment, c'était des grandes industries, c'était des grandes sociétés, elles ont voulu des grandes mines, des mines importantes. Donc, on a commencé par Siama, ensuite on a eu Sadiola, au Mali, au Burkina, c'était Taparco, au Sénégal, on essaie de développer Sabodala, en Côte d'Ivoire, c'était Ity. Les premières découvertes, c'était BHP, c'était d'abord Agbaou en Côte d'Ivoire, ensuite Tongon, etc. Donc, on a assisté à une accélération du développement pendant 30 ans
avec des fonds anglo-saxons. Donc, l'Europe n'a pas vraiment bénéficié de tout le travail et de tous les liens commerciaux en Afrique francophone. Maintenant, nous sommes en 2020. 2020, nous nous trouvons tous avec une trentaine de mines en exploitation de grande taille. Mais ce que ces mines-là ont permis de faire, c'est de former le personnel, mais pas comme on le voit. Une mine, c'est un assemblage de petits métiers. Ce sont des petits électriciens, des petits mécaniciens, des électriciens, des plombiers, etc., qui font l'ossature d'une mine. Ces gens ont appris avec les grosses machines, se sont un petit peu spécialisés et sont en train de, les jeunes les remplacent et ils se diversifient. Et je pense qu'à partir de maintenant, des années 2020, ce que nous allons assister au développement de petites mines de toutes les tailles avec les acteurs locaux, ce qui ne demande pas beaucoup d'investissement. Donc, le futur chez nous, c'est le développement de nombreuses petites mines par les acteurs locaux. Cela a déjà commencé. Parce que dans les mines, les gens ont appris à faire la sous-traitance. D'abord, on a commencé à leur confier le transport du minerai, ensuite le concassage du minerai, le broyage du minerai, la construction des mines. Et aujourd'hui, nous nous trouvons avec des sociétés qui sont techniquement éduquées et qui vont commencer à faire la petite mine. Voilà. Donc, pour revenir, juste un lien avec ce que nous discutons aujourd'hui, c'est les métaux critiques. Dans cette région-là où nous avons très peu accès au financement européen, je dois dire, les métaux critiques vont certainement être développés par des petites mines. Nous avons des gisements de lithium, etc. C'est des petites mines. Les gens vont commencer à mettre des broyeurs, des concasseurs et des broyeurs, une pelle mécanique, et ils vendent le minerai. On a commencé déjà avec le manganèse. Dans le nord du Mali, il y a une seule exploitation de manganèse. C'est une petite mine, concassage, broyage, et on envoie. Je crois que vous voyez la même chose au Sénégal. Ça, c'est le futur de ce qui va se passer dans les 10 prochaines années. Merci bien. Merci beaucoup, docteur. Donc, vous avez vraiment fait le point par rapport on peut dire, à la grande mine et à l'exploitation de l'or pour aboutir aux petites mines. Et cela nous fait rebondir sur Monsieur Stapper, Daniel. Donc, vous êtes un géoscientifique et expert de l'exploitation minière artisanale et à petite échelle. Et pour un peu partager votre expérience donc, sur les cas de formalisation réussie donc, du secteur des mines artisanales. Je vais vous laisser nous entretenir de l'exemple de la Mauritanie, peut-être. Merci beaucoup, madame. Je vais switcher et parler en anglais. C'est plus facile. Merci beaucoup. I'm completely aligned with this final point by my co-panel. Je suis totalement aligné sur ce qu'ont dit mes collègues, car nous avons énormément d'opportunités que nous n'avons pas encore développées. Et c'est la chose que nous devons suivre. Et je pense que la responsabilité aujourd'hui pour tout ce qui concerne les petites mines, c'est d'exploiter du potentiel qui n'a pas encore développé. Et c'est la chose sur laquelle on devrait se focaliser aujourd'hui. Et je pense que c'est un sujet qui est vraiment stimulant. J'aimerais beaucoup partager mon avis et mon opinion sur le challenge qui va avec la formalisation de ces projets, surtout en Afrique de l'Ouest, surtout sur le secteur artisanal de l'or. En parlant des similarités et des différences sur le secteur artisanal, les pays dans lesquels on est le plus actif, qui sont le Ghana, le Mali, la Sierra Leone et la Mauritanie, on constate énormément de différences sur la façon dont la formalisation progresse.
et sur le processus de formalisation lui-même. Quand on regarde d'autres pays comme le Zimbabwe, par exemple, les petites mines ont adopté de nouvelles formalisations ces 10 dernières années. Donc, certains pays sont à un autre niveau en termes de compréhension et de responsabilité. Alors, notre support change énormément. Par exemple, au Mali, malgré les blocages qui peuvent intervenir au niveau de la langue, la plupart des mines, la plupart des mines où le business est vraiment dynamique. Et la base au Burkina Faso, les Maliens en Afrique sont meilleurs pour concentrer l'or. Et le fait de partager ses connaissances et l'engagement, le support est assez unique et propre à chaque communauté. Le cas de la Mauritanie, pour laquelle nous avons également développé un programme spécifique, c'est une situation très unique car l'industrie minière est assez jeune en Mauritanie. Et on a commencé à vraiment trouver de l'or en Mauritanie il y a 5 ans maintenant. Et le gouvernement a développé en 2019 la formalisation de certains accords. Et je pense que ça ouvre des perspectives très stimulantes sur le sujet en Mauritanie. Et je vais peut-être devoir attendre parce qu'ils ont insisté sur le fait de modifier ces minéraux et ils mettent vraiment l'accent sur le fait de centraliser les processus. Et ce sont des techniques qui sont très intéressantes et cela aide énormément le fait que le gouvernement ait énormément de contrôle sur la façon dont les mines se développent en Mauritanie. Et c'est là que nous concentrons nos efforts en Mauritanie, d'utiliser des technologies et on adapte ces technologies à la Mauritanie et aux spécificités de la Mauritanie. Classifying methods, especially at Shaking Table. We've done some exciting test work on recently, and we're seeing great results. On a fait de nouveaux tests récemment et on a eu des tests, des résultats excellents. Excited, and we're j'ai hâte de voir les résultats suivants et ce que ça leur a donné. D'autre part, that many academics make about artisanal miners having low technology and therefore not able to that's just a small point. Il y a une conversation et des débats assez intéressants autour de l'exploitation du minerai de façon artisanale et le fait et le préjugé selon lequel cela rapporte peu d'argent, et je pense qu'on peut le voir en Mauritanie. Merci Daniel. Donc, pour ce partage Thank you for... Et ça m'amène à inviter Christine. Christine, vous êtes engagée depuis plus de 12 ans. Vous donnez votre voix aux opérateurs privés de Côte d'Ivoire. Vous êtes directrice de la Chambre des mines de Côte d'Ivoire. Et je voulais vous inviter à partager un peu votre expérience et nous donner les défis. Comment est-ce qu'on peut mettre tout ça ensemble sur le potentiel minier?
Merci beaucoup, Dr Okaya. Bonsoir à tous. Donc, effectivement, je travaille un peu plus de 10 ans pour l'Association des professionnels miniers de Côte d'Ivoire, dont le rôle principal est véritablement de garantir une voix des acteurs privés aux côtés du gouvernement. Donc, ce que nous avons réussi à faire et ce qui semble être gage de succès aujourd'hui, puisque le secteur minier ivoirien a gagné en dynamisme et en croissance ces 12-13 dernières années. Le vrai défi en 2011 était donc d'avoir une voix unique pour le secteur privé, mais 10 ans ou 12 ans après, les principaux défis peuvent être organisés en 4 points. Le premier, c'est le défi du cadre réglementaire. Je pense que le retour ou bien le partage de l'histoire qu'a fait le devancier docteur Madani démontre un peu de la dynamique du secteur aurifère en Afrique de l'Ouest et particulièrement des relations qu'ils peuvent avoir entre nos pays francophones et particulièrement la France. ITI, c'était la France. ITI a été développé par Bergerval pendant longtemps et c'est dernièrement qu'ils ont été rachetés par Canado-Anglais. Mais le premier défi chez nous, c'est vraiment le cadre réglementaire et la mise en application réelle des textes qu'on comprend. Le défi vraiment de la connaissance par la suite du sous-sol. On parle beaucoup de potentiel, mais je pense que 15 ans après, on doit passer du potentiel à sa transformation, comme l'a dit monsieur le ministre Sangafoua hier. Demeure aussi le deuxième défi pour la Côte d'Ivoire. On est le dernier bastion, je pense, en Afrique francophone qui n'a pas encore utilisé tout son potentiel ou toute sa capacité pour valoriser ses ressources minérales, notamment en matière d'or. Et donc, mixer ou avoir un bon mix entre le cadre législatif, le cadre réglementaire et la connaissance géologique demeure prioritaire pour véritablement avoir un développement basé sur les ressources minérales. Par la suite, naturellement, il y a la capacité des hommes et des femmes à animer et à être acteurs de ce secteur-là. En Côte d'Ivoire, on a la chance d'avoir des instituts de formation qui ont produit des Ivoiriens et Ivoiriennes qualifiés, aussi bien dans la partie technique, technologique, que tous les métiers périphériques. Mais le défi demeure puisqu'on est passé de 10 tonnes en 2011 à presque 55 tonnes en 12 ans et le secteur continue à être dynamique. Donc, forcément, il y aura besoin d'avoir des hommes et des femmes capables de pouvoir être présents et continuer à développer l'industrie minière. Le prochain défi, et c'est ce que mes collègues ont abordé, c'est la maîtrise de l'orpaillage clandestin ou en tout cas le développement de l'exploitation minière à petite échelle. Et moi, je le présenterai pas comme un défi, mais je le présenterai comme une réelle opportunité pour notre pays et même pour toute la partie ouest africaine, parce que si on a davantage de nationaux qui s'intéressent au développement des ressources naturelles à n'importe quel niveau, que ce soit en termes d'emploi, que ce soit en termes d'entrepreneuriat, que ce soit en termes de propriété, naturellement, son développement, sa rationalisation serait plus efficiente, je dirais. Donc, naturellement, si nous avons des cadres qui permettent l'implication effective des nationaux et des nationales dans le développement de ces ressources-là, bien évidemment, pour moi, c'est le modèle type de la mine du futur durable et responsable. Le dernier point, ce sont les critères environnementaux. Je pense que tout le monde en a parlé. C'est non négligeable. J'aimerais vraiment, moi, faire un clin d'œil sur la question des femmes qui, pour toutes ces deux sessions, n'ont pas été ou n'a pas été suffisamment abordées. Je pense que ça reste le défi majeur de sustainability qu'on doit mettre au cœur de cette discussion. L'impact réel du développement des ressources naturelles et notamment des métaux critiques qui vont être le futur, ou en tout cas pour les 10 prochaines années à venir. Et comment est-ce qu'on peut davantage intégrer les femmes dès le commencement de ces opportunités-là, de telle sorte qu'elles soient beaucoup plus partie prenante en tant qu'actrices et non uniquement en tant que victimes
ou populations vulnérables ou spectatrices. Donc, je pense que plusieurs initiatives existent, comme des réseaux tels que Wimoa, Awima, ou même davantage de femmes qui prennent des participations dans des projets industriels pour être plus au devant et s'assurer de garantir ou offrir des conditions beaucoup plus acceptables pour la prise en compte des femmes. Merci. Merci Christine. Donc, la session d'avant, nous avons un peu abordé Women in Mining. C'est des femmes qui sont aussi détentrices de titres miniers, qui ont des exploitations de petites mines ou des exploitations artisanales. Et cela me ramène à Daniel pour échanger un peu sur la perspective d'une gestion responsable de l'exploitation artisanale avec les centres, le traitement centralisé. Donc, voilà. OK, merci. Oui, je veux bien échanger un peu plus de ça. Et même le cadre, comment on approche les challenges de formalisation. Et c'est plus facile pour moi de switcher en anglais. Pardon pour ça. So basically, it's really helpful. Formalization of the sector, is la formalisation du secteur, c'est un peu mystérieux comme concept. Actually, model can be used. Il faut s'aligner autour d'un modèle qu'on peut utiliser, quelle que soit la géographie. Alors, on y a pensé beaucoup. Quels sont les éléments nécessaires pour un cadre formalisateur et réussi quand on travaille avec des données et un certain nombre d'interlocuteurs. Où est-ce qu'il faut mettre l'accent? J'aimerais vous donner une idée. Accès à la terre, c'est le premier pilier parce que le droit aux ressources, par exemple, et les mineurs artisanaux aimeraient avoir un permis et une source légale d'emploi, ça doit être une priorité pour nous tous. Et ça peut être un grand défi en soi, parce qu'en Afrique de l'Ouest, on a vu que beaucoup de pays ont développé des systèmes, par exemple à Burkina Faso, les systèmes de permis pour les mineurs artisanaux peuvent s'empêtrer sur les terrains prévus pour les projets industriels. Alors, c'est intéressant de voir ces modèles qui sont effectués dans nos pays. Il y a une résistance de la part des gouvernements pour relever ce défi des mines artisanaux et le prendre au sérieux. Pour dire que ce n'est pas the geodata is another important pillar. Les données géographiques develop couloirs for the artisans to work in. C'est un autre pilier. On développe des couloirs dans certains pays, mais si on les établit avant les données géographiques, avant qu'ils soient disponibles, ces données, il n'y a pas de longévité. C'est pour les couloirs. A list of 5 or 6 really an important part of the model, but is the technical capacity. And it's important. Ça fait partie du modèle, c'est important. The best ways to quelles sont les meilleures façons ensure and enhance and support learning opportunities for young Africans in this context. Des opportunités d'apprendre pour les jeunes Africains. C'est un thème intéressant à explorer. Specialized in sort of capacity development. Tools for that. It's not always sitting in a class to learn. What you really want to take artisanal miners might only have experience using to what a marteau in the case of gold mines to understand véritable dans le souterrain. We do some of that training in African artisanal miners, but I'm really steering towards trying to je me dirige vraiment vers
miners into real les development, mineurs artisanaux, opportunity for les learning. intérêts dans les Something I'm mines going to keep vraiment développées. Ce more serait to une share on that one. opportunité from you. intéressante d'apprentissage. Merci beaucoup. Et je pense que ce matin, le professeur Yao en a Dieu. parlé, que les réseaux comme Mining the Connection ou AMD peut faire pour accompagner ces exploitants artisanaux. Et ce que vous dites aussi est vrai parce que l'exemple même du Sénégal avec la définition des couloirs d'orpaillage, c'est une technique que le Mali a eu à adopter. Mais ce que les artisans nous reprochent, c'est que on les parque dans des zones où il n'y a rien, donc où il n'y a pas eu d'études géologiques. Et c'est juste pour confirmer donc, ce que vous avez dit. Et de plus en plus, on assiste aussi à la mise en place de centres intégrés. C'est des centres que l'État met en place et où toute l'exploitation, le traitement des minerais d'or doit se faire par les artisans. Mais là aussi, il y a des défis à relever, comme les défis de sécurité, mais aussi la position exacte de ces centres par rapport aux zones d'extraction. Donc, c'est des réflexions qu'on peut continuer à avoir, mais c'est des bonnes pratiques que nous pouvons partager également. Donc, je continue sur Olivier. Oui, donc, comment je voudrais vraiment comprendre, ou bien nous voudrions comprendre ce que cette initiative apporte donc, pour les parties prenantes et sur la chaîne de valeur d'approvisionnement surtout. Oui, pour répondre à votre question, je pense que je vais rajouter aux éléments, aux piliers qu'a cité, que vous avez déjà complété, mais qu'a cité Daniel. Pour moi, l'accès au marché. L'accès au marché des artisans miniers est absolument clé, parce qu'en fait, si vous ne pouvez pas vendre votre matière première, en fait, vous avez beau la miner, il n'y aura pas beaucoup de solutions. Or, aujourd'hui, l'or ou le mica ou le cobalt, en tout cas toutes les matières premières qui sont exploitées dans ces mines artisanales à petite échelle, il ne faut quand même pas se voiler la face, la mine artisanale à petite échelle a mauvaise presse. Et pourtant, je pense que ça a été dit 3 fois, que la mine artisanale et à petite échelle est une opportunité économique pour ces personnes-là. Et c'est une opportunité économique si elle est viable et si elle est faite de manière responsable. Sinon, elle tue des gens, donc c'est quand même pas terrible. Nous, à l'initiative, du coup, ce qu'on a fait et ce qu'on a essayé de créer, c'est de dire et de finalement dédiaboliser la mine artisanale et à petite échelle et de dire à toutes les entreprises qui utilisent du mica, mais ça pourrait marcher aussi sur l'or ou sur le cobalt. D'ailleurs, ça marche déjà sur le cobalt avec l'affaire Cobalt Alliance, qui est notre pendant pour le cobalt. C'est de dire, en fait, ensemble, L'Oréal, Chanel, Porsche, BMW, ensemble, vous aurez moins peur d'adresser le problème que si vous y allez tout seul. Et du coup, on a créé un collectif, et c'est vraiment l'idée de l'initiative, c'est de créer un collectif de non seulement ces grandes marques que je viens de citer, mais aussi tous les intermédiaires jusqu'à la mine, qui sont membres du coup de l'initiative, et tous ensemble, ils s'engagent. Donc nous, on n'est pas certifiant, on ne dit pas que ces entreprises se sourcent de manière responsable, on dit que ces entreprises se sont engagées dans l'amélioration des pratiques. Et qu'est-ce qu'on fait? On leur offre des outils pour améliorer effectivement ces pratiques. Donc, un outil de traçabilité basé sur la blockchain, on peut en parler, qui part de la mine et qui va jusqu'à la marque. Un outil d'évaluation de ce qu'est un salaire pour une vie décente au niveau de la mine et au niveau des processing units. Des programmes d'accompagnement et d'empowerment des communautés de mineurs artisanaux, des formations, donc comme vient de le dire Daniel, sur la capacité technique des mineurs artisanaux, du plaidoyer aussi auprès des États. Donc, on leur offre tout un ensemble d'outils qui leur permettent de dédiaboliser cette mine artisanale et à petite échelle. Et pour moi, un des points clés, et du coup, je ne sais pas si j'aurai à nouveau la parole après, un des points clés, c'est de ne pas se désengager. Surtout ne pas se désengager. C'est des gens qui vivent, qui ne sont pas représentés ici aujourd'hui, mais qui vivent avec très peu. Si on se désengage, si les grandes entreprises se désengagent de ces terrains-là, ils vivront avec plus rien.
Ils dépendent complètement de leur activité minière, quasi à 100% de leur activité minière pour leur subsistance. Si on leur enlève, ils n'auront plus rien. Et donc, vraiment, il faut s'engager sur le terrain. Ça fait peur au début, mais une fois qu'on est dedans et une fois qu'on y a plusieurs, ça fait moins peur. Et quand on voit que ça marche, eh ben, ça fait encore moins peur. Et du coup, c'est possible. Je pense que là, je vais seconder ce qu'avait dit Michael ce matin de l'ISKI. C'est possible. Changer les choses dans les mines artisanales et à petite échelle, c'est possible. C'est possible de les intégrer dans les chaînes d'approvisionnement internationales. La réglementation européenne sur la due diligence, elle a beau faire peur au début, elle laisse la place à l'intégration de ces mines artisanales à petite échelle dans les chaînes d'appro. Donc, il faut absolument les intégrer et dire elles font partie intégrante de nos chaînes de valeur, surtout pas se désengager et les prendre comme des partenaires à part entière. La transition énergétique dont tout le monde parle en ce moment ne se fera pas sans ces mines artisanales et à petite échelle. Et il faut bien le prendre en compte. Et après, si les gens veulent que ce soit plus responsable et mieux fait, tant mieux. Et on est là pour les soutenir dans cette perspective. D'accord, merci beaucoup. Donc, comme on l'a dit ce matin également, et comme le docteur Madani l'a dit tout à l'heure, si on veut vraiment avoir ces minéraux critiques, il faut compter avec les mines à petite échelle. Christine, vous voulez ajouter une autre perspective par rapport à ce qui a été dit? Je sais qu'il y a des femmes qui se mettent ensemble. Est-ce qu'on est arrivé à... Elles sont membres de ces initiatives comme Or Équitable ou autre qui est passé par nos pays? Oui, dans le réseau Women in Mining of West Africa, vous avez des associations, des groupements de femmes qui se sont organisées au niveau artisanal qui vont jusqu'à la certification Fairmine, justement dans le processus Or Équitable, pour pouvoir avoir accès ou pour commercialiser dans le réseau classique et formel de l'or. Donc, effectivement, ces femmes s'organisent et sont beaucoup plus normalisées, si je peux m'exprimer ainsi. Le nouveau challenge, c'est d'aller vers de la semi-industrie, même pas de la semi-mécanisée, de la semi-industrie, de telle sorte à pouvoir couvrir l'ensemble de la chaîne de valeur, et y compris la bijouterie. Il y a un projet même qui commence à se mettre en place qui s'appelle Pretty Mining, qui est dirigé par des femmes, 77% d'employés femmes, dans une communauté à moins de 40 km d'Abidjan, et dont 80% de la production d'or est destinée exclusivement à de la bijouterie de luxe. Parce que, bon, qui consomme plus l'or que les femmes? Donc, ça fait plus sens d'avoir un projet 360 qui est commencé par des femmes depuis la communauté jusqu'à son utilisation finale. Donc, c'est vers ce genre de projets et d'initiatives qu'on commence à aller maintenant. Dans le cadre de la Chambre des mines, ce sur quoi je voulais insister, c'est vraiment d'aller aussi vers la cohabitation dans nos textes réglementaires des petites mines, entre les petites et les grandes mines. Comme vous l'avez bien signifié, les artisans se plaignent parfois de se retrouver dans des couloirs ou corridors où il y a soit très peu de connaissances, ou on sait qu'il n'y a quasiment pas grand-chose parce que l'artisanat ne dépasse pas plus de 50, 70 mètres dans les meilleurs cas. Donc, l'idée aujourd'hui, c'est de pouvoir, avec nos gouvernements en amont, pouvoir identifier ces zones avec un minimum de connaissances acceptables pour un début d'exploitation. C'est pour cela que des centres comme le centre d'excellence de professeur Yao et d'autres au niveau africain permettent aujourd'hui de mettre à la disposition des acteurs une connaissance beaucoup plus importante de ces sous-sols et qu'elles soient capables d'être exploitées artisanalement ou au niveau semi-industriel, pas uniquement que les grandes mines. Ou c'est de voir des modèles où les grandes mines peuvent encadrer des artisans proches ou sur leur permis, de telle sorte que la production réponde aux critères internationaux et soit rachetée par ces grandes mines-là. Bien évidemment, en encadrant ou en prenant en compte la question environnementale, la protection des travailleurs, les questions sociales, les questions de salaire et même de sécurité, pour ne pas qu'il y ait
déperdition en fait, des règles appliquées par les grandes mines. Effectivement, merci beaucoup. Et peut-être pour terminer, je vais demander au docteur Madani, docteur Diallo, comment est-ce que vous voyez le développement donc, de l'extraction de l'or? Merci beaucoup. Le développement du secteur de l'or, en tout cas à mon avis, est aussi lié à la transition énergétique auquel nous assistons. D'abord, au niveau des grandes sociétés minières, elles ont toutes commencé par mettre des panneaux solaires. De plus en plus, le mix sera solaire, pas simplement parce qu'elles veulent le faire et que ce soit une volonté, mais simplement parce que la technologie a évolué. Nous sommes passés des panneaux solaires qui faisaient 360 watts. Aujourd'hui, nous sommes à des panneaux solaires qui font 560 watts et peut-être 600 watts dans certains cas. Donc, avec l'amélioration de la performance énergétique des panneaux solaires, le footprint des centrales solaires diminue. Donc, si avant, pour avoir 1 mégawatt de puissance, il vous faut 1 hectare, aujourd'hui, nous sommes à 1,5 hectare et bientôt, nous serons moins d'1 hectare. Donc, toutes les sociétés, les grandes sociétés ont commencé. Essakane, dans le nord du Burkina Faso, à 15 mégawatts. Barrick, à Loulo, à 15 mégawatts qui vont étendre à 30. Ecola est en train d'installer 15 mégawatts. Même les cimentiers qui sont indirectement miniers ont commencé à installer des centrales thermiques, des centrales solaires. Donc, la transition énergétique va aller vers les grandes mines. Donc, à mon avis, ça, c'est le premier changement dans ce secteur-là. Pour la petite mine, nous assistons à une évolution. La première évolution, c'est que le fait que l'Afrique en général, l'Afrique au sud du Sahara, a manqué de compétences techniques dans les petits métiers. Donc, ces 30 dernières années a permis la formation de beaucoup de petits métiers. Et donc, nous assistons à la fabrication des outils. Ça a commencé par les Chinois qui ont commencé à faire les broyeurs, les concasseurs. Maintenant, les nationaux s'y mettent. On est en train de créer des petits broyeurs, des petits concasseurs. Et bientôt, ils vont cesser d'utiliser les pelles manuelles pour avoir des petits engins motorisés qui vont faire les pelles. Donc, ça, c'est un changement fondamental qui est en train de s'opérer. Le seul facteur qui ralentit ce changement-là, c'est que nos pays n'ont pas pris de disposition pour créer des écoles techniques. Des techniques en ce sens qu'il n'y a pas beaucoup d'écoles de plomberie, de mécanique, d'électricité pour former les gens qui vont maintenir et créer ces machines-là. Même sans cela, nous assistons dans nos pays, et peut-être la Banque mondiale l'avait anticipé dans les années 2000 en créant un projet au Burkina où ils ont appris aux artisans à faire les broyeurs, les concasseurs et le boisage. Et la conséquence, c'est que toute l'Afrique de l'Ouest est envahie par des Burkinabés qui font le boisage dans les galeries. Bon, je reconnais que vous allez mettre en place une école pour former les gens, mais le futur, c'est ça. Nous allons produire les outils pour travailler le minerai. Donc, c'est comme ça que je vois le futur. D'un côté, les mines, les grandes mines vont continuer à devenir plus vertes, plus environnement conscient, avoir des responsabilités sociales plus élevées et les États vont se décharger de leur responsabilité de gouvernance sur les mines. Donc, les mines deviendront de plus en plus des entités autonomes, fonctionnelles, puissantes qui vivent en symbiose avec les communautés. Les petites mines vont voir un développement, ce sera certainement un développement anarchique et en confrontation avec les mines, parce qu'elles vont avoir des outils de plus en plus performants et elles vont de plus en plus envahir l'espace des mines. Parce qu'une mine, quand elle a un permis d'exploitation de 25 km², quand il y a un orpailleur, la société minière pense que l'orpailleur est en train de lui prendre son or. Donc, nous allons avoir de plus en plus de petits conflits de ce genre-là. Peut-être qu'on trouvera une solution sans entrer dans les conflits, je ne sais pas. Voilà en gros où je vois, comment je vois l'avenir. Merci beaucoup. Merci beaucoup, docteur. J'espère qu'on ne va pas en arriver au conflit. On va essayer de trouver des solutions. Et
peut-être pour conclure en beauté, on va demander à M. Kem de venir pour nous parler un peu de l'expérience du secteur aurifère mauritanien. M. Kem est un spécialiste du secteur minier, de la logistique, de l'agriculture et des services en Mauritanie. Et il s'est imposé comme un acteur ayant une solide expérience en administration des affaires, en planification politique et en gestion relationnelle. Merci beaucoup. Donc, bismillah, salam ala rasulullah. First of all, allow me to thank Amatrade for making this event happen. Especially the unknown soldiers who have been working day and night to bring us all under one roof. And equally, I would like to thank Dr. Ruqayya and Christine for being a part of the Women in Mining, which is, I think, bringing women in mining is vital for any progress that this sector can have in the continent. And before I start my presentation, I would like to ask you the room one question. Avant de commencer ma présentation, j'aimerais vous poser une question. Combien d'entre vous ont un ami qui vient à Paris pour la première fois? Il n'y en a qu'un seul, c'est moi. Donc, j'adore la ville pour l'instant. Est-ce que quelqu'un peut m'aider? Okay. So the first question comes to mind, maybe where is Mauritania? La première question qui peut venir à l'esprit, c'est où se trouve la Mauritanie? Alors, la Mauritanie se trouve dans le nord de l'Afrique de l'Ouest, entre le Maroc et le Sénégal. Et comme vous pouvez le voir, if you bring the continent America, you will see that we're together. That's no wonder. Brésil. Donc, c'est pour ça que toutes les mines que vous allez voir au Brésil et dans le reste, dans le sud de l'Amérique, vous allez les voir en Afrique également. Donc, voici la Mauritanie. Alors, ma présentation aujourd'hui va porter sur une vision générale de l'or en Mauritanie et sur l'exploitation des mines de façon artisanale. Nous avons une véritable pierre de fièvre sur le sujet de l'or il y a à peu près 10 ans. Donc, l'or, la Mauritanie dispose de 4,6 millions d'habitants répartis sur 1 million de kilomètres carrés. Donc, c'est un pays très grand avec une petite population. Et nous avons donc de l'or, du cuivre, du phosphate, de l'huile et du pétrole, notamment comme ressources naturelles. Et la production d'or représente 15% du PIB, enfin représentait 80% du PIB en 2022. Et la Mauritanie dispose de 34,4 tonnes de production d'or en 2022. Alors, comme vous le savez, il y a la production industrielle et ensuite il y a la production artisanale. Ce sont les deux secteurs que pouvons nous distinguer. Nous avons au Canada et ensuite nous avons pour l'exploitation du cuivre. Et nous avons également, donc, entre la production artisanale et la production industrielle, nous avons ce qu'on appelle la production semi-industrielle, qui mélange les techniques mécaniques et manuelles. Comme Daniel était en train de l'expliquer, on a découvert énormément de gisements
the gold. récemment At one point, they have pour to dig récolter l'or. meter, 2 meters, 3 meters. Et il fallait creuser à 1 mètre, 2 mètres, 3 mètres, après Close to 3 ans, 2 million pour tons. récolter de l'or et trouver des raisins. Mais Tons cependant, plusieurs fois, l'or miners, contenait du mercure, malheureusement. gold from the rocks. Et donc, on essayait d'extraire One of the l'or. sites C'est un problème important pour nous. Et, en Mauritanie, à 300 km de Nouakchott, la pêche est l'une des bases de notre économie. Donc, de constater la présence de mercure près des côtes, chez nous, c'est un grand problème. Donc, le gouvernement en Mauritanie a commencé à réfléchir à des solutions. Ils ont demandé au secteur privé comment est-ce que nous pouvons trouver des solutions pour ces 2 millions de cette présence d'or et le problème au niveau de la contamination au mercure. Et on discute avec les acteurs privés et ensuite on essaie de trouver des solutions, à ce problème-là. Alors, on a créé une entreprise, une usine, en utilisant des formules chimiques et c'est ce qu'on utilise pour extraire l'or et le mercure. Et donner le mercure au ministre ou les remettre sur le marché pour ne pas avoir à importer davantage. Donc, on travaille avec également d'autres organisations pour réfléchir à d'autres solutions. C'est l'un de nos objectifs. En l'espace d'1 an, on a récolté près de 8 tonnes d'or grâce à ces techniques et à ces recherches. Comme vous pouvez le voir sur l'écran, en 2022, on a récolté 3,4 tonnes d'or. En 2020, 14 tonnes d'or. Donc, comme vous pouvez le voir, la Mauritanie a augmenté sa production d'or énormément, rien que sur ces dernières années. Donc, le gouvernement réfléchit à énormément de solutions pour accompagner le développement du secteur minier en Mauritanie. Donc, le traitement ne peut être fait qu'à une seule place, contrairement aux autres pays. Donc, malheureusement, ils utilisent toujours des mécanismes, mais il y a plusieurs étapes à respecter pour encourager les mineurs à utiliser ces techniques. Et nous travaillons nous réfléchissons à davantage. Alors, nous constatons qu'il y a énormément d'opportunités en Mauritanie. Nous avons énormément de minerais différents, comme l'or, mais surtout de l'or et du cuivre à exploiter. Donc, il y a de plus en plus d'opportunités pour venir en Mauritanie. Pour ceux qui sont intéressés de venir. Donc, nous avons un code minier qui encourage les investissements dans le secteur minier en Mauritanie. Et surtout les minéraux, parfois certains minéraux qui sont assez rares.
ou qui sont abandonnés en Mauritanie. Donc, nous encourageons les personnes à venir et investir dans le pays. Comme vous le savez, l'industrie minière, en règle générale, crée énormément d'emplois. Le secteur minier emploie presque 200 000 personnes en Mauritanie. Employs 30 people to 100 people. So if you compare this, you see that Donc, si vous comparez tout cela, vous pouvez constater que nous pouvons encourager beaucoup les jeunes à venir travailler dans le secteur minier, car c'est un secteur qui est vraiment porteur et qui va devenir de plus en plus porteur. Nous avons beaucoup de défis également sur le plan environnemental, comme le mercure, pour lequel, comme je vous l'ai expliqué, nous sommes à la recherche de solutions. Les communautés locales sont également un sujet sur lequel nous devons travailler parce que nous avons besoin d'avoir un excellent environnement, de développer un bon environnement de travail pour les travailleurs. Et on essaie d'encourager les gens à créer des chaînes de valeur pour acheter et leur proposer des emplois durables. Donc finalement, comme vous le savez, nous avons beaucoup d'espoir pour l'or. Tant qu'il y a de la demande d'or internationalement, la production va continuer. Merci beaucoup. Merci pour cette présentation qui termine par le résumé un peu des défis environnementaux, communautaires, infrastructures, mais aussi la volatilité des prix. Et sur ce, je vais demander à la salle s'il y a des contributions, des questions. Oui. Monsieur Dikouma. Bonjour, madame. Bonjour, l'assistance. Je ne sais pas si... Voulez-vous vous présenter? Mamadou Dikouma, merci de me rappeler. Je suis géologue de formation. J'ai travaillé une dizaine d'années pour le ministère des Mines du Niger à différents postes de responsabilité. Et la question de l'orpaillage et de la formalisation depuis 30 ans, on est là-dessus. Je me demande si, après tout ce temps, est-ce qu'on n'est pas un peu présomptueux en parlant de formalisation de l'orpaillage? Parce qu'en réalité, ce qui se passe, c'est que les orpailleurs nous précèdent à chaque fois et nous courons après l'orpaillage. Est-ce qu'on peut formaliser l'orpaillage? Quand elle commence sans autorisation. Okay? On essaie de rattraper en créant de la législation des cartes d'orpaillage pour orpailler. Est-ce que ce n'est pas une formalisation? Des permis, vous avez évoqué des surfaces 1 km², 2 km², ça dépend de la législation. Est-ce que ce n'est pas la formalisation? Des prescriptions en ce qui concerne les profondeurs, par escalier, 30 mètres maximum, mais en réalité, ils vont jusqu'à 100 mètres, 130 mètres, 140 mètres, etc. Et je pense que, est-ce qu'on a bien posé les problèmes et qu'est-ce qu'on veut régler comme problème? L'accès au marché, je ne suis pas certain qu'ils n'aient pas accès ni qu'ils n'ont pas information sur le marché. Les orpailleurs vendent à travers le monde entier, en Asie, à Dubaï, etc., etc. Et chaque fois qu'il y a une évolution des cours, ils le savent. Hein, ils augmentent, ils baissent les prix, etc. Et je pense peut-être qu'on n'a pas très bien encore posé bien les problèmes pour les résoudre. Les problèmes de pesée, je suis surpris. Est-ce que quelqu'un dans cette salle sait combien pèse un brin d'allumette?
il y a 20 ans, il y a 30 ans, ils savent qu'un brin d'allumette pèse à peu près 1,2 gramme et ils utilisent pour faire leur pesée avec des brins d'allumettes. Maintenant, l'évolution technologique a fait qu'ils ont accès à des mesures de pesée plus rapides, etc., etc. Je pense qu'il faut peut-être qu'on soit un peu plus modeste nous-mêmes, administration comme autres partenaires, pour savoir qu'est-ce qu'on veut et qu'est-ce qu'on entend par orpaillage. Peut-être qu'en ce moment, on pourra résoudre ce problème. Je vais conclure en revenant vers mon frère Madani. L'orpaillage n'a pas commencé avec Iti, n'a pas commencé avec machin. Avez-vous oublié Mansa Moussa, l'homme le plus riche de tout le temps et qui est plus riche que Jeff Bezos? Je pense qu'il y a une tradition historique, préhistorique, aussi bien de l'or, mais n'oubliez pas du cuivre aussi, du fer, etc. etc. Merci, madame. Je pense que... Merci beaucoup. Merci, M. Dikouma. Est-ce qu'il y en a d'autres interventions dans la salle? Oui, allez-y. Merci beaucoup. Je suis Sidney Domoro, avocat, conseil juridique, associé fondateur du cabinet ADNA, qui est basé notamment en Côte d'Ivoire, en Guinée, à Casa au Maroc et en Algérie et Alger. Et bon, j'ai suivi avec beaucoup d'intérêt vraiment ces 2 jours de sommet. J'ai pu aussi être modérateur et panéliste. Et j'aimerais vraiment revenir sur le sujet du financement, parce que la chance que nous avons, et je pense que c'est Dr Madani qui l'a très bien exprimé, c'est que, et d'ailleurs je pense tous sur le panel, la transition énergétique ne se fera pas sans les mines artisanales ou de petite taille. Ce qui veut dire que les besoins de financement sont aussi réduits à la hauteur de ces mines-là. Donc, c'est plus de possibilités pour des acteurs, notamment locaux, de lever des financements plus facilement en prenant en compte évidemment toutes les réglementations liées à la limitation de l'appel public à l'épargne et des choses à respecter. Mais c'est vraiment une opportunité assez forte pour des acteurs locaux de pouvoir se mettre ensemble, lever des financements plus facilement dans des devises endogènes, donc des devises locales, avec une limitation des risques de variation de change et tous ces sujets, pour pouvoir investir dans l'exploitation de mines de petite échelle. Donc, c'est pas une question, c'est plutôt une contribution. Et voir peut-être vous, de votre côté, notamment, je pose la question à Madame Lobokossi en tant que directrice générale de la Chambre des mines de Côte d'Ivoire. Comment est-ce que vous voyez, puisque vous êtes un maillon central de tout l'écosystème, comment est-ce que vous voyez les mécanismes de financement locaux des mines, notamment des mines à petite échelle? Merci. Merci beaucoup, maître. Merci. Une dernière chance. On a 2 mains. Good afternoon. Thank you for giving me the chance for this speech in this conference. I'm the managing director of Wasi African Mining Company, a company that is investing in Nigeria. We have a mine of lead. Une société qui travaille au Niger et qui investit dans le cuivre. Alors, j'aimerais attirer votre attention sur certains défis auxquels nous faisons face en Afrique, surtout au niveau logistique. L'une des problématiques auxquelles nous faisons face, et j'aimerais que vous preniez en compte le fait que pour aider les sociétés dans le secteur minier, with low quality, which makes the company, ont besoin de trouver des gisements unprofitable to move it 1 kilometer. We will be ont besoin de us and ours like us to have a big nous company recherchons
this company, Nous then recherchons they will have des no problem grandes sociétés, because they will have big base and they des will have sociétés qui travaillent dans le domaine logistique et qui peuvent drawing your attention for that. nous proposer des This is one financements that will make du point de vue logistique companies afin que nous puissions se développer. that will be need help to explore a huge amount of lead and copper minerals. Thank you for that, and I this Merci pour tout. to end up with a result. J'aimerais que cette conférence to each other, to allow big nous companies permette de rentrer en and small contact companies like us. les uns avec les autres et de Je pense qu'après, vous avez ne pas laisser de côté les petites et moyennes entreprises qui ont également un rôle à jouer dans ce secteur. Et j'espère que nous aurons davantage de partenaires. Pour Paiement Lancement d'Avisa Partners. Justement, comme notre collègue derrière moi, je voulais me permettre de poser 2 questions sur les dynamiques à la fois régionales et notamment sécuritaires par rapport justement aux miniers artisanaux et les orpailleurs. Nous, justement, dans le cadre des sujets de conformité, due diligence et risque pays, notamment dans les pays de la région, nos clients dans le secteur nous sollicitent souvent justement sur la question des mouvements djihadistes et criminalité et leur exploitation des miniers artisanaux, des mines dans des pays comme le Mali, comme le Burkina Faso et éventuellement l'impact sur les pays frontaliers, notamment Côte d'Ivoire et d'autres. Ils sont assez inquiétés justement par le financement de ces activités soit criminelles, soit djihadistes ou autres, via justement ce secteur. Là, on a abordé rapidement les risques éventuellement de conflits entre les miniers artisanaux et industriels. Mais ma question, c'est à la fois comment est-ce qu'on peut justement, ou quelles mesures peuvent être mises en place pour réduire ou mitiger ces risques, et à la fois comment nous, on peut, de manière générale, mieux garantir la sécurité justement de ces populations qui sont assez vulnérables et qui sont à risque d'exploitation par ces mouvements. Je pense que c'est M. Stapper qui avait évoqué le fait qu'ils sont assez mobiles. Et donc justement encore plus vulnérables si par exemple vous avez des nationaux burkinabés en Côte d'Ivoire. Comment mieux les protéger contre ces risques et comment faciliter, disons, la mise en place des relations sur des bons termes entre eux et les grandes mines industrielles. Bon, je m'arrête là. Merci. Merci beaucoup. Peut-être on va répondre à tour de rôle. Alors, l'aîné a demandé, est-ce qu'on n'est pas trop ambitieux ou de bien poser quelle est la question, qu'est-ce qu'on recherche en parlant d'orpaillage et d'orpaillage clandestin. Bon, si je prends le cas de la Côte d'Ivoire, nous, on n'est pas de tradition minière vaste comme nos voisins du Burkina, du Mali ou du Sénégal. On a des populations, je ne vais pas dire marginales, mais de façon marginale, faisaient de l'activité minière aurifère dans leur zone. Ce n'était pas à grande échelle, ce n'était pas très vulgarisé, mais on avait cette exploitation. Et naturellement, notre pays n'avait pas vocation ou n'avait pas opté stratégiquement pour le développement de ces ressources minérales. Et c'est après ou au retour de l'instabilité politique que c'est devenu ou c'est rentré dans le plan stratégique de développement du pays. Donc, c'est une nouvelle volonté politique qui s'affiche avec l'ensemble des outils et des actions qui sont mises en place. C'est pour ça que nous, en Côte d'Ivoire, on n'emploie plus le thème de profession, enfin, on n'emploie pas du tout le mot de professionnalisation, de formalisation, mais on regarde plutôt les aspects économiques de cette pratique de l'exploitation minière, parce que le vrai problème, c'est la précarité des personnes qui travaillent, qui demeure le challenge pour le pays. La question de l'orpaillage clandestin est devenue problématique au plus haut niveau quand on a vu tous les dégâts environnementaux, sociaux et politiques que ça génère. Donc, naturellement, rester seulement dans la répression ou dans l'interdiction ne portait pas ses fruits. Le gouvernement, en tout cas le ministère de tutelle et toutes les parties prenantes réfléchissent à davantage comment sortir ces personnes de leur illégalité
ou de leur précarité, parce que même quand elles ont toutes les informations et qu'elles vendent à des prix intéressants, on reste quand même sur des populations qui restent très précaires et très appauvries. Donc, pour la Côte d'Ivoire, je pense que c'est dans cette dynamique-là que le gouvernement s'en va. Et quand, par exemple, le professeur Yao explique que le CEA signe une convention avec les exploitants artisanaux, c'est véritablement pour renforcer leurs capacités et améliorer leurs connaissances techniques, technologiques, de telle sorte que l'exploitation soit faite dans des conditions efficientes. Sur la question du financement, nous, encore une fois, en Côte d'Ivoire, je ne suis pas plus nationaliste que ça, mais la question du financement a été abordée. Alors, nous, au niveau de la Chambre des mines, ce que nous avons fait depuis cette année, nous avons lancé un fonds d'investissement dédié à soutenir, entre guillemets, le contenu local, soit via l'épargne, soit via de l'equity. En d'autres termes, c'est d'abord de permettre à des travailleurs dans le secteur minier d'épargner suffisamment pour investir par la suite dans les mines, soit en devenant des entrepreneurs, soit en ayant un peu plus de revenus que leur salaire ou leur retraite complémentaire. Donc, ce fonds d'investissement est lancé et il sera opérationnel à partir de septembre. Et c'est l'initiative que nous avons depuis l'année dernière pour commencer à attirer davantage d'investissements nationaux, si je peux m'exprimer ainsi, à la prise de participation dans les projets miniers. Par la suite, ou à côté de cela, on incite davantage de grandes fortunes ou d'entreprises qui ont du capital ou du patrimoine à s'intéresser davantage au secteur minier. C'est un secteur qui reste encore méconnu en Côte d'Ivoire, comme je le dis. La première vraie mine, c'était une mine moyenne qui a démarré dans les années 90. Et la deuxième supposée moderne est arrivée en 2008, la mine de Bonikro. Donc, c'est pour dire que 15 ans en arrière ou 20 ans en arrière, la Côte d'Ivoire ne s'intéressait pas à son sous-sol. Et naturellement, tous les types d'investissements qui étaient faits étaient dans des secteurs plus connus, tels que l'agriculture, l'immobilier, le tourisme et d'autres secteurs tertiaires. Donc, c'est maintenant qu'on est dans une culture de promotion et de promotion pour que des investissements puissent être faits, enfin, de l'intérêt soit fait pour l'investissement. Mais je reste disponible pour qu'on discute de ce qui peut être fait par la suite entre vous et d'autres opérateurs miniers, notamment pour les sociétés de sous-traitance ou des sociétés qui fournissent du service, qui ont besoin parfois de capitaux pour les grandes mines. Okay. D'accord, merci Christine. Donc, Daniel, vous avez pris votre micro. Oui, oui, je veux bien réfléchir sur quelques questions qui étaient là. Le question intéressant, mais je pense qu'il est parti. Ici, c'était pendant, oui, peut-être on a cadré la question un peu mal ou pas bien de formalisation. Pourquoi on parle formalisation toujours? Et depuis 40 ans, on a parlé de ça. C'est pas... sorry, I think I'll try to switch to English. It's hard to explain this concept. A paternalistic approach. It's really, and I understand how it can be interpreted that way. Une approche qui est vraiment paternaliste. That's really not where it's coming from. Je comprends pourquoi ça peut être interprété de cette façon. Je comprends d'où vient cette idée, mais je pense que c'est vraiment risqué pour le dialogue et la conversation que nous essayons d'avoir. Parce que les ressources que nous avons de manière abondante en Afrique, que ce soit en utilisant des techniques artisanales ou industrielles, à petite échelle ou à grande échelle, c'est parfois difficile. Mais ce qui est important, c'est que pour formaliser, on a besoin d'avoir une vision. Une vision pour pouvoir bien utiliser les minéraux que nous trouvons. Et la question, c'est de comment est-ce qu'on peut avoir une vision qui peut bénéficier à la fois la population locale ou laisser le statu quo. Et c'est vraiment dans les puits. Il y a des problèmes des enfants qui travaillent dans la pluie. La vision qu'on a, c'est possible d'améliorer les conditions mais c'est vraiment aussi une objectif ou une vision
de la communauté et de le gouvernement dedans. Je veux juste dire ça. You know, it's not whether artisanal miners should be illegal or legal. This is one big. La question n'est pas de savoir si c'est l'activité légale ou illégale. Ils ont le droit de travailler. C'est légitime. Mais la question pour tous les investisseurs et les parties prenantes, encore une fois, il devrait y avoir une vision. The big famous gold rushes Et quelques années avant, certaines mines au Canada, spearheading the way we certaines mines helped set up some foundation nous ont aidés à mettre en place des nouvelles règles et des nouvelles méthodes. C'est un aspect et des opportunités économiques que les minéraux peuvent apporter avec des façons de gérer ces ressources qui peuvent être profitables pour l'Afrique dans les années à venir. C'est la même communauté. Et les artisans représentent une opportunité incroyable. Bien. Monsieur Dicko, votre question, disons, montre la contradiction que nous avons. Parce que quand on parle de formalisation ou d'organisation, nous, les francophones qui avons une culture basée sur le code de Napoléon, nous voulons avoir des règles qui s'appliquent. Généralement, l'administration veut avoir ces règles avant l'activité. Moi, j'ai été confronté au problème dans les années 90 quand on a voulu introduire le dragage au Mali. On m'a dit, vous ne pouvez pas faire de la drague parce qu'il n'y a pas de texte. J'ai dit, mais comme il n'y a pas de texte, c'est qu'on peut le faire. Non. Donc, les administrations chez nous veulent avoir des règles, des lois avant de permettre l'activité. C'est pour ça que nous voulons encadrer, disons, quand on parle d'encadrer, on voudrait formaliser les règles qui encadrent l'orpaillage. Et ça, c'est là où nous sommes toujours en retard. Le monde anglo-saxon, comme M. Stapper l'a dit, eux, ils veulent encadrer ce qui existe. Ils veulent organiser ce qui existe. Donc, nous assistons, nous sommes tiraillés entre le fait que nous voulons avoir des règles rigides. Disons, vous êtes orpailleur, OK, vous devrez prendre une carte d'orpaillage. Selon les pays, on met en place une chambre des mines. Soit la chambre des mines, elle est consulaire, elle dépend de l'État. Donc, la chambre des mines dit, chaque orpailleur, vous devrez avoir une carte d'orpaillage, vous devrez respecter ces règles, etc., etc. Bon, dans d'autres pays, il n'y a pas encore ces chambres consulaires. C'est des sociétés minières qui, l'association. Mais c'est ça la contradiction. Donc, effectivement, on va toujours être, dans nos pays, on va être derrière les orpailleurs. On ne va pas pouvoir les organiser à temps, même si eux vont profiter de toutes les avancées technologiques, de tout ce qui est aujourd'hui production d'outils de production, pour aller de l'avant sans être encadrés par nous, parce que notre formalisation n'est pas adéquate. Voilà un peu ce que je voulais dire. Merci beaucoup. Olivier? Oui, non, mais je pense que je suis complètement en ligne avec ce qui a été du coup ajouté par mes trois collègues de l'après-midi. Je rebondir quand même sur l'humilité. Je pense que vous avez dit qu'effectivement, il fallait un peu d'humilité quand on parlait de formalisation ou en tout cas d'encadrement de la mine artisanale. Et en fait, là, moi, je vous suis, mais à 100%. Malheureusement, l'humilité, ce n'est pas vraiment une valeur qui est portée au nu dans nos sociétés actuelles. Mais je pense qu'effectivement, quand vous commencez à travailler dans ce modèle, dans ce processus de formalisation, en fait, quoi que vous mettiez derrière le terme de formalisation, c'est quelque chose qui prend énormément de temps. Donc là, je reprends le proverbe qui a été partagé un peu plus tôt dans la journée, qui est avec le temps, on comprend. Il y a énormément besoin d'énormément de temps pour avancer. Et en fait, ça dépend vraiment de l'objectif que vous mettez derrière. Et du coup, pour moi, c'est très lié avec les deux autres questions, avec la question du financement et avec la question de comment est-ce qu'on dérisque, ou alors on mitigue le risque, on réduit le risque, et comment on finance. En fait,
la formalisation, ça peut être entendu comme de la professionnalisation. Ça a été, je pense, l'approche paternaliste dont Daniel vient de parler, elle est très liée aussi à l'historique de la formalisation qui a été imposée au milieu des années 90 par notamment la Banque mondiale, hein, qui a dit il faut formaliser, sans forcément dire ce qu'il y avait derrière, mais c'était il faut formaliser. Donc c'est vrai que ça a été très finalement top-down. Et de plus en plus, en réaction à ça, il y a des approches plutôt bottom-up qui se sont créées. Donc, comment est-ce qu'on part des lois coutumières et pour essayer d'édicter des règles qui vont avec les contextes locaux sur place pour les mines artisanales et à petite échelle et de s'adapter à chaque situation. Et en fait, les gens se rendent compte que la vérité est sûrement un peu entre les deux. Entre une approche étatique qui essaye d'édicter des règles pour toute une région, tout un État, et en même temps en prenant en compte ce qui existe déjà pour ne pas être trop en retard, comme vous l'avez dit très bien. Et du coup, pour moi, c'est très lié avec les financements dans le modèle de formalisation. Ça veut dire améliorer les conditions, et pour améliorer des conditions, il faut des capitaux. Et comment est-ce qu'on fait arriver des capitaux à des personnes qui sont dans des milieux reculés, qui ont un niveau de précarité énorme, avec un niveau d'illettrisme très avancé aussi? Tout ça, c'est des questions qui sont super valides. On n'a pas, pour le coup, de solution sur les financements et sur la mitigation du risque. Et ben là, pour moi, c'est très lié avec ce qu'on fait à la RMI, mais qui peut être fait et qui est fait d'ailleurs dans d'autres supply chains. Il y a un outil qui est de la traçabilité qui permet de relier les acteurs de l'amont avec les acteurs de l'aval et qui permettent de dédiaboliser finalement ce qui se passe en amont. Et c'est aussi un outil d'embarquement des acteurs en aval, parce que si vous pouvez prouver à un moment donné que le mica, l'or, le cobalt, l'étain, le tungstène, quelle que soit la matière première que vous regardez, elle provient d'une mine où il y a des progrès, pas forcément qui sont compliant, pas compliant, mais au moins où les choses avancent et s'améliorent, et ben là, vous avez un super leverage pour embarquer les acteurs de l'aval. Et les acteurs de l'aval, ce sont ceux qui ont l'argent. Donc, et là, je rejoins du coup la dernière remarque qui a été faite. À un moment donné, si vous voulez de l'amélioration, vous voulez de l'argent. Alors, est-ce que c'est des capitaux externes et vous avez un véhicule externe à la supply chain ou à la value chain qui vient apporter l'argent en amont, ou alors est-ce que c'est directement les acteurs de l'aval en payant mieux les composants qui contiennent les matières premières et ensuite, en fait, il y a une espèce de ruissellement de la valeur ajoutée de l'aval vers l'amont. Nous, c'est ce qu'on essaye de mettre en place. Je pense que c'est ça qui est durable. C'est que finalement, on l'a démontré dans un rapport récent, le mica, vous multipliez par 5 le prix du mica, ça ne marche pas pour l'or, mais ça marche pour le mica, vous multipliez par 5 le prix du mica à la mine, dans une voiture électrique, c'est 5 € de plus. Donc, pour sortir quelqu'un d'une situation de grande précarité, vous n'avez besoin que de 5 € en bout de chaîne. Il faut qu'évidemment ces 5 € soient complètement redistribués le long de la chaîne jusqu'à la mine. Donc là, viennent tous les outils qui permettent de le faire. Mais à la fin, vous y arrivez, quoi. Et là, ça permet de dérisquer, ça permet de casser le cercle vicieux que tu as mentionné, Daniel, du faible productivité, faible investissement, outils de mauvaise qualité, etc., de la mine artisanale. Et vous arrivez à faire financer de la mine artisanale, en même temps dérisquer, en même temps embarquer l'aval. Donc, c'est un peu ce que je voulais rajouter. Donc, merci beaucoup. Merci pour vos contributions et tout ce que vous avez eu à partager avec nous. Pour moi, je voudrais partager avec ceux qui parlent du risque sécuritaire un document qui a été élaboré par le Centre des hautes études de défense et de sécurité et qui parle un peu de la manière dont on pourrait prévenir l'extrémisme violent, donc sur les menaces liées à l'exploitation aurifère. Et l'une de leurs principales conclusions, c'est d'arriver à accélérer et à rendre le plus inclusif possible le processus de formalisation de l'EMAP. Et cela pourrait contribuer à améliorer la sécurité. Et donc, pour eux, la réduction des déséquilibres socio-économiques et la prise en charge des conséquences environnementales et sanitaires de l'exploitation artisanale
et à même d'exacerber ces vulnérabilités socio-économiques. Elle participe aussi à limiter les opportunités de recrutement et d'implantation de groupes extrémistes violents. Donc, je vais partager ce document avec Amtrade, qui pourra le partager avec le groupe. Et je maintiens aussi que la promotion du contenu local, avec tout ce que ça concerne, tout ce que ça contient comme apport, notamment la mise en place des fonds d'appui et de développement locaux, donc peut aider à soutenir les PME, PMI locaux. Un autre point que je vais ajouter, c'est les réseaux de scientifiques et géoscientifiques qui peuvent accompagner les exploitants artisanaux dans la recherche de zones favorables à leur activité. Mais il faut que nous reconnaissions aussi que nous sommes dans la CEDEAO. C'est la libre circulation des personnes et des biens. On ne peut pas contenir les Burkinabés ici, les Maliens ici et autres. Donc, peut-être qu'il faut qu'on essaie de nous réorganiser pour que les meilleures pratiques soient utilisées. Voilà. Merci encore à Olivier, Christine, Dr Madani, Daniel, merci pour votre contribution et merci à Amtrade et à l'ensemble des participants pour leur patience. On a été un peu long. Madame la ministre, nous vous souhaitons la bienvenue et nous vous remercions de votre présence. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Okay. Thank you. We arrived at the end of this annual meeting on top of Africa Conference. And now I'm going to deliver the message of the closing session. Ladies and gentlemen, on behalf of the organizer, we would like to thank you all for participating in yesterday and today proceedings. I especially wish to acknowledge our distinguished guest, Monsieur Samou Seydou Adambi, ministre de l'Énergie, de l'Eau et des Mines du Bénin, Monsieur Mamadou Sangafoa Koulibaly, ministre des Mines, du Pétrole et de l'Énergie de Côte d'Ivoire, Madame Ousseini Adizatou Yakouba, ministre des Mines de la République du Niger, Professeur Hilaire Ilanga, directeur général du Centre de recherche géologique et minière de la République du Congo-Brazzaville, Monsieur Bachir Kamara, secrétaire général du ministère des Mines et de la Géologie de la République de Guinée-Conakry, et Monsieur Ibrahima Harouna Diallo, directeur de cabinet du ministre des Mines et de la Géologie du Sénégal. Over past 2 days, MOTA 2023 gathered 230 delegates from 25 countries to hear from more than 15 speakers as we collectively sought to unpack the theme Mining Tomorrow, focusing on sustainable mining in Africa.
it has been clear during discussion that we are in an unprecedented period in history for the global mining industry as a result of growing mineral demand driven by the energy transition. We have projected to current and future impact of those developments, as well as the many opportunities and more of the challenges. There have been examples of the growing diversity of the Africa to Europe mineral supply chain with, for instance, the announcement by Global Atomic Corporation that the Daza uranium mining project in Niger is on course to supply nuclear power plants in Europe in 2025. We heard how geological research and development is crucial to mining development in Africa with institutions such as BRGM collaborating with African partners in projects funded by the EU as yet another demonstration of the Africa-Europe partnership. Benjamin Galizo, the French interministerial delegate for critical metals, gave us a focused insight into the French role within this EU-Africa partnership, highlighting the importance of Africa to the energy transition and the world economy. He shared on the value of supply chain diversification in building economic resilience and how France has launched a program for critical minerals to work with its partners globally, including the area of investment, exploration, research, and development. French organizations showcased the immense opportunity for France advising innovation sector to contribute to the development of the African mining sector. Discussion held emphasizes that responsible mining in the future of mining all over the world. Speakers spoke about the need for mining to integrate sustainable practices with full consideration for all its impacts going forward. Our eminent guests, ministers, each share the African mining vision built on sustainability and maximum local value addition. They outlined the robust policy reform being considered and enacted across the continent to attract investment and make Africa's mineral wealth work for its people. Calls were made for a strong connection between the drive for energy transition and mining sector developed with innovative financing models and more equitable investment partnership being seen as key to achieve this. We spoke about the importance of revising outdated mining codes to align with contemporary development, introducing online mining cadasters, ease of doing business improvement, as well as establish policies and institutions to promote training, local content, and community development. There is need for creating successful partnerships that facilitate research, development, and technology transfer to support mining exploration, investment, and activities. On the future of Europe's and Africa's mining partnership, speakers acknowledge that there is no energy transition
without Africa's contribution, and therefore a successful partnership with the continent is indispensable. This must be a true and just partnership built on shared value and priorities, as well as transparency and equity. It is our hope and expectation that this rich discourse has allowed you to learn case insight, and that MOTA 2023 provides an effective platform for networking and business development. This event would not have been possible without the generous support of our sponsors. Special thanks goes to Global Atomic, Orano, Port Autonome de Cotonou, DMTK Baltla, SMB Winning Construction, ADNALO, and FENOR. We are also grateful to all our partners for their support. Thank you once more, and we look forward to see you again at the next edition. Thank you. Ainsi s'achève donc le 6e sommet annuel africain des mines, et vous êtes conviés, n'est-ce pas, à une collation dans la salle attenante. Voilà.